La chimie, franchement, c'est bien plus que des formules compliquées sur un tableau. C'est comme une boîte à outils pour jouer les détectives, pour résoudre des énigmes qui se cachent un peu partout autour de nous. Allez, on plonge. On s'est déjà tous posé ce genre de questions, non? Est-ce que ce produit ménager est vraiment pur? Et cette réaction chimique, est-ce que ça prend des plombes ou est-ce que c'est instantané? Eh bien, c'est justement là que la chimie entre en jeu. Elle nous donne les moyens de mesurer, de quantifier, bref, de comprendre comment tout ça fonctionne. Pour aujourd'hui, notre pièce à conviction principale, ça va être une simple fiche de révision. Mais à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour se transformer en enquêteur et pour percer à jour, 3 petits mystères chimiques. Alors au travail. Bon, première enquête. On se retrouve dans l'univers des produits d'entretien. On a sous la main une poudre d'étar 30 et une question toute simple en apparence. À quel point est-elle vraiment pure? Ok, posons les faits. L'ingrédient qui nous intéresse, l'ingrédient actif, on le connaît, c'est de l'acide sulfamique. La question c'est, est-ce qu'il n'y a que ça dans la boîte? Notre mission, si on l'accepte, trouver le pourcentage exact d'acide dans cette poudre. Et pour ça, on va sortir un outil de pro, le titrage. Comme dans toute bonne enquête, on commence par chercher des indices. Et en chimie, un premier indice simple, c'est le pH. On mesure donc le pH de nos solutions. Ça nous donne une première piste sur la nature de notre acide et ça nous met sur la bonne voie. Alors, le titrage, comment ça marche? Imaginez une sorte de face-à-face très contrôlé entre notre acide mystérieux et une base dont on connaît tout. On ajoute la base, goutte après goutte, et on attend de voir ce qui se passe. C'est simple, mais c'est terriblement efficace. Voilà le plan d'action, le protocole. D'abord, on pèse très précisément notre poudre et on la dissout. Ensuite, on prend un petit échantillon, bien calibré. Et enfin, c'est parti, on ajoute la base. Chaque étape est cruciale. La moindre erreur et notre indice final sera faussé. Et là, c'est le moment qu'on attend. Le point d'équivalence. C'est cet instant magique où on a ajouté juste assez de base pour neutraliser pile poil tout l'acide. L'équilibre est parfait. C'est notre Eureka, le signal qui nous dit « Stop, on a ce qu'il nous faut ». Et voilà, l'indice est tombé. L'expérience a parlé. Il aura fallu exactement 8 millilitres, 8 petits millilitres de base pour arriver à ce fameux point d'équivalence. Ce chiffre, l'air de rien, c'est la clé qui va nous permettre de tout résoudre. Maintenant, place aux maths, mais rien de bien sorcier. Grâce à ce volume de 8 ml, on peut remonter le fil, calculer la concentration exacte de l'acide dans notre échantillon, et une fois qu'on a la concentration, on peut en déduire la masse d'acide qu'il y avait au tout début. C'est quasi fini. Et le verdict est 77,6%. Voilà, notre poudre d'étar 30 n'est pas pure à 100%. Elle contient 77,6% d'acide sulfamique. Le reste sont sûrement d'autres substances, des excipients. Premier mystère résolu, affaire classée. Allez, on change complètement de décor pour notre deuxième affaire. Ici, la question, ce n'est plus de savoir combien il y en a, mais plutôt à quelle vitesse ça se passe. On va s'intéresser à la cinétique, au rythme d'une réaction. Le scénario. On a un alcool qui est en train de s'oxyder, donc de se transformer. C'est une véritable course contre la montre. Ce qu'on veut savoir, c'est à quel rythme le nouveau produit apparaît. En gros, on va chronométrer la chimie. Pour ça, on a tenu un journal de bord. On a noté, minute par minute, la concentration du produit qui se forme. Au temps zéro, évidemment, il n'y a rien. Mais regardez, après une minute, on est déjà à 35. Puis 55, 68, ça grimpe. Ces chiffres bruts, c'est l'histoire de notre réaction qui s'écrit sous nos yeux. Et quand on met ça sur un graphique, l'histoire devient encore plus claire. On voit bien que la réaction part très très vite au début. Et puis petit à petit, le rythme se calme, ça ralentit. C'est logique en fait. Plus le temps passe, moins il y a de réactifs disponibles pour se transformer, la course s'essouffle. Pour pouvoir comparer la vitesse des réactions entre elles, les chimistes ont un outil super pratique, le temps de demi-réaction. C'est tout simple, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié des réactifs de départ aient disparu. Plus ce temps est court, plus la réaction est une fusée. Et voilà la conclusion de cette deuxième affaire. Une réaction chimique, ce n'est pas un long fleuve tranquille à vitesse constante. Non, c'est un processus vivant, dynamique. Sa vitesse change à chaque seconde, depuis le coup de feu du départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour notre dernière enquête, on monte le niveau d'un cran. Là, on est carrément dans un qui est version chimie. On a une molécule suspecte, mais on ne connaît pas son identité exacte. Il va falloir la démasquer. La scène du crime. On a fait réagir un acide avec un alcool. On connaît sa formule brute, c'est 3H7OH. Le problème, c'est qu'avec cette formule, on peut avoir deux structures différentes. Un alcool qu'on appelle primaire et un autre, secondaire, qui sont nos deux suspects. Alors lequel des deux a participé à la réaction ? Heureusement, on a un indice en or. On sait que chaque suspect a une signature bien à lui.
Quand il réagit, il aboutit à un équilibre chimique qui est caractérisé par un chiffre, la constante d'équilibre Kc. Pour le suspect numéro 1, le primaire, la signature c'est 4,2. Pour le suspect numéro 2, le secondaire, c'est 1,34. Il n'y a plus qu'à trouver la signature de notre réaction. Alors on laisse la réaction faire sa vie jusqu'à ce qu'elle n'évolue plus, qu'elle atteigne son équilibre. À ce moment précis, on fait un arrêt sur image et on analyse ce qu'il y a dans le mélange. Voilà nos preuves, les quantités de chaque substance relevées sur la scène du crime. Le plan est donc très simple. On prend ces preuves, ces concentrations, on les met dans une formule, et ça va nous donner la constante d'équilibre de notre réaction. Ce sera l'empreinte digitale de notre coupable. Il suffira ensuite de la comparer à celle de nos deux suspects. Le calcul est fait. La machine a tourné. Et le résultat est 1,34. L'empreinte digitale de notre réaction est 1,34. Ce nombre, c'est la clé de toute l'énigme. Et là, c'est la révélation. La correspondance est parfaite. Notre empreinte calculée, 1,34, est exactement la même que la signature connue de l'alcool secondaire. Le doute n'est plus permis. Notre coupable est bien l'alcool secondaire. Affaire classée. Bon, si on prend un peu de hauteur sur ces 3 enquêtes, on se rend compte qu'au-delà des résultats, on a surtout découvert des outils d'investigation absolument fondamentaux pour un chimiste. Finalement, ces 3 cas nous ont fait découvrir 3 outils essentiels. Le titrage, pour répondre à la question « combien ?», l'analyse de la vitesse, la cinétique, pour répondre à quelle vitesse, et l'étude de l'équilibre, pour répondre à qu'est-ce que c'est. C'est un aperçu de la super boîte à outils que les chimistes utilisent au quotidien pour comprendre le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois qu'on fait la cuisine, qu'on utilise un produit nettoyage ou qu'on regarde simplement quelque chose se transformer, on pourra se rappeler que derrière tout ça, il y a plein de petits mystères chimiques qui ne demandent qu'à être explorés.